Les États-Unis d'Amérique, terre des hommes libres et patrie des braves. Ce sont pourtant le premier exportateur de guerre de changement de régime. En 2003, une coalition dirigée par les États-Unis a envahi l'Irak pour renverser le gouvernement de Saddam Hussein sous prétexte que le dirigeant développait des armes de destruction massive. Ils peuvent, par exemple, produire de l'anthrax et du botulisme. En fait, ils peuvent produire suffisamment d'agents biologiques secs en un seul mois pour tuer plusieurs milliers de personnes. À l'époque, le secrétaire d'État des États-Unis, Colin Powell, était le principal promoteur de la décision du gouvernement Bush d'envahir et d'occuper l'Irak. En février 2003, Colin Powell a exposé à l'ONU la théorie des États-Unis selon laquelle l'Irak possédait des armes de destruction massive, avançant l'argument en faveur de l'invasion qui aurait lieu le mois suivant. Alors que les inspecteurs de l'ONU en Irak poursuivaient leur recherche d'armes de destruction massive, Hans Blix, président de la commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies, plaidait pour un délai suffisant. Cela ne prendra pas des années, ni des semaines, mais des mois. Ni les gouvernements, ni les inspecteurs ne voudraient que les inspections de désarmement se poursuivent indéfiniment. Malgré tout, le secrétaire d'État des États-Unis ne voulait plus d'inspection d'armes. Il a appelé à une action rapide. La gravité de ce moment n'a d'égal que la gravité de la menace que les armes de destruction massive de l'Irak faisaient peser sur le monde. D'autres ont appelé à la retenue. En quoi la nature et l'ampleur To de la what menace extent do the nature and scope of the threat justify the recourse to force? How do we make sure that the tremendous risks of such intervention are actually kept under control? Sans consensus au Conseil de sécurité de l'ONU, les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont fixé une date limite pour l'action militaire. Saddam Hussein and his sons Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Leur refus entraînera un conflit militaire. Saddam Hussein refuse de partir. Les frappes aériennes visant la doctrine militaire baptisée « Choc et effroi » sont lancées en mars 2003. Par la suite, l'armée américaine, soutenue par la Pologne, l'Australie et la Grande-Bretagne, est entrée en Irak. Après une intense chasse à l'homme, le dirigeant irakien a été capturé, jugé et exécuté. Mais un problème est survenu. Aucune arme de destruction massive n'est trouvée. Il s'en est suivi des années difficiles qui ont entraîné le déplacement et la mort de centaines de milliers d'Irakiens. Des questions sur la légitimité de l'invasion et de la guerre qui s'ensuivit furent bientôt soulevées. Mensonge audacieux ou manque de renseignements? C'est la question que beaucoup se posent depuis des années. Malheureusement, le Congrès américain n'a jamais enquêté sur l'utilisation par Colin Powell des renseignements qui lui ont été fournis. Je pense que Colin Powell avait eu connaissance d'énormément d'informations et nous savons qu'il en avait rejeté beaucoup, estimant qu'elles ne tenaient pas debout. Mais il était aussi un bon soldat et loyal envers son président. Je crois que ce qu'il pensait, c'est que le rapport des inspecteurs ne leur avait pas vraiment donné la raison d'entrer. Les faits n'avaient pas été présentés, alors ils ont envoyé Colin Powell. Depuis, Colin Powell a lui-même qualifié sa présentation de 2003 de « tâche » sur son dossier. Et pour la population irakienne, cette tâche a conduit directement à la destruction de la patrie. Après le départ des dernières troupes américaines en 2011, le groupe État islamique, la formation terroriste la plus brutale que le monde a jamais vue, a émergé pour replonger la nation dans la guerre. Ici, beaucoup de gens ont été tués sans rien, sans coupable. Mon pays aussi a été détruit. Il n'y a pas d'électricité, pas de services, tous les bâtiments sont détruits. Le pire, ce sont les gens qui ont été tués et les femmes et les enfants qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. La guerre en Irak fut peut-être la plus grande démonstration publique de l'appétit américain pour une intervention étrangère. Mais la stratégie américaine de changement de régime n'a pas toujours été aussi publique. Les opérations secrètes de l'appareil de renseignement américain relèvent plus la règle que l'exception. L'Iranien Mohammad Mossadegh est démocratiquement élu Premier ministre en 1951. Il restera en poste jusqu'en 1953. Il dirige la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne qui avait été construite et gérée par l'Anglo-Persian Oil Company,
une société ensuite rebaptisée British Petroleum. Ce mouvement extrêmement populaire en Iran provoque la consternation au cœur des intérêts pétroliers américains et britanniques. En août 1953, le gouvernement de Mohammad Mossadegh est renversé par un coup d'État après la publication d'un décret du Shah d'Iran visant à le destituer de ses fonctions. Abdollah Anvar, chercheur à Téhéran, est un témoin oculaire du coup d'État de 1953. Avec l'entrée en fonction de Mohammad Mossadegh, nous nous étions débarrassés de la tyrannie après 2500 ans. Les gens pouvaient parler librement avec l'assurance de ne pas être attrapés par la SAVAK, la police secrète, lorsqu'ils sortaient de chez eux. Le 19 août 1953, une émeute pro-Shah balaie la capitale, les royalistes renversant le gouvernement Mossadegh. En août 1953, j'ai entendu dire que des gens étaient descendus dans la rue et que c'était la confusion. J'ai entendu dire que la police était impliquée et que de nombreuses personnes avaient été tuées. Puis les militaires ont pris le pouvoir. Le Shah s'envole pour Bagdad, puis pour l'Italie, alors que Téhéran est le théâtre de larges manifestations et d'affrontements entre les forces pro-monarchiques et les fidèles de Mossadegh, faisant plusieurs centaines de morts lors d'échanges de tirs dans les rues de Téhéran. À la suite du coup d'État, Mohammad Mossadegh est condamné à 3 ans de prison. Il est assigné à résidence jusqu'en 1967. En août 2013, le gouvernement américain reconnaît officiellement le rôle des États-Unis dans le coup d'État, en publiant une masse de documents gouvernementaux précédemment classifiés qui révèlent leurs responsabilités à la fois lors de la planification et de l'exécution du coup d'État. La CIA est citée, reconnaissant que le coup d'État a été effectué sous la direction de la CIA et comme un acte de politique étrangère des États-Unis conçu et approuvé au plus haut niveau du gouvernement. C'est en 2017 que des documents publiés par le département d'État américain mettent en avant les craintes américaines concernant la propagation du communisme dans la région, ainsi que le désir britannique de regagner l'accès à l'industrie pétrolière iranienne, qui avait été nationalisée par Mohammad Mossadegh, des arguments clés de la prise de décision. Le coup d'État a changé et façonné l'histoire iranienne moderne, ainsi que les relations de ce pays avec l'Occident, en particulier les États-Unis. Je pense que l'une des choses qu'on rate ou qu'on oublie facilement lorsqu'on observe l'histoire des relations américano-iraniennes est le fait qu'elles n'ont pas toujours été aussi hostiles qu'elles l'ont été au cours des 40 dernières années. L'admiration pour les États-Unis a vraiment commencé à s'éteindre en 1953, lorsque la CIA a soutenu un coup d'État contre un Premier ministre iranien très populaire, acclamé et constitutionnellement élu. Dans les décennies qui ont suivi, les États-Unis ont apporté de plus en plus de soutien, bien que pas toujours sans réserve, mais de plus en plus de soutien au Shah d'Iran, qui, le dernier roi d'Iran, est devenu de plus en plus dictatorial dans son règne. Le goût amer de l'interventionnisme américain alimente encore les conversations de nombreux Iraniens. À cette époque, l'Amérique avait un rôle, elle l'a encore aujourd'hui. Ils sont toujours là. La Grande-Bretagne est le principal acteur de sa politique et la puissance américaine l'aide. C'est le cas dans tous les pays, pas seulement en Iran. La politique étrangère américaine a fait des ravages au Moyen-Orient, mais les États-Unis ont toujours eu la mainmise la plus étroite sur ce qu'ils considèrent comme leur propre arrière-cour, l'Amérique latine. Chaque année, le 19 avril, plusieurs centaines de Cubains, parmi lesquels des vétérans de la campagne, se rassemblent dans la petite ville de Playa Girón pour commémorer leur victoire à la baie des Cochons. Sa signification était la défaite de l'impérialisme. Quand ils ont débarqué, nous nous sommes battus contre eux et avons vaincu les mercenaires pour qu'ils ne reviennent plus. La baie des Cochons est une crique isolée sur la côte sud de Cuba, à quelques 200 km de la capitale, La Havane. C'est ici, en avril 1961, que quelques 1400 exilés cubains anticastristes, soutenus par les Américains, entraînés et armés par la CIA, débarquèrent. Les prédictions de la CIA affirmaient qu'une fois la force d'invasion débarquée sur les plages, il y aurait un soulèvement populaire contre Fidel Castro. Finalement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La grande majorité des Cubains se sont rassemblés pour soutenir le gouvernement. Fidel Castro a pris personnellement en charge la contre-attaque et, en moins de 72 heures de violents combats, elle était terminée. Cependant, plus d'un demi-siècle plus tard, c'est une autre bataille qui continue de jeter une ombre sur les relations troublées entre les États-Unis et Cuba.
Nous ne lèverons pas les sanctions contre le régime cubain tant qu'il n'offrira pas la liberté politique au peuple cubain. Après l'échec du coup d'État militaire soutenu par la CIA en 1962, le président John Fitzgerald Kennedy a proclamé un embargo total sur le commerce avec Cuba. Des secteurs comme la santé, l'agriculture et l'éducation à Cuba sont confrontés à des obstacles qui entravent l'achat d'articles, d'outils et de machines. La qualité de vie de mes enfants s'améliorera si le bloqué n'existait pas. Les autorités cubaines affirment que l'embargo est le principal obstacle au développement économique de l'île. Tous les pays du monde ont désormais fait part de leur opposition à l'embargo. La plupart des pays du monde commercent avec Cuba. Comme on l'a vu, la Chine entretient d'importantes relations commerciales avec Cuba. Cela fait donc comprendre aux États-Unis qu'ils agissent contre le monde. Ce n'est pas positif pour les États-Unis. Ils sont maintenant isolés. Il a été mis en place en 1962 dans le cadre d'une manœuvre visant à renverser le gouvernement cubain. Malheureusement, Cuba n'est qu'un instantané des campagnes américaines pour un changement de régime en Amérique latine et au-delà. Selon un article publié par Foreign Policy en 2013, parmi les autres cas confirmés de campagne mondiale de coup d'État de la CIA, avec des documents gouvernementaux comme preuve, apparaissent le Guatemala en 1954, la République dominicaine en 1961, le Brésil en 1964 et le Chili en 1973. En plus des campagnes directes de changement de régime, les États-Unis sont intervenus dans les élections nationales d'autres pays, dont le Japon dans les années 50 et 60 et le Liban en 1957. Selon une étude, les États-Unis ont effectué au moins 81 interventions connues, manifestes et secrètes lors d'élections étrangères au cours de la période 1946-2000. Les appels à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis n'ont pas manqué pour mettre fin aux opérations secrètes de changement de régime et aux guerres du pays. Cependant, la machine politique et militaire américaine ne faiblit pas. Le réalisateur et producteur américain Oliver Stone évoque sans détour les erreurs majeures de l'interventionnisme américain. Penser qu'on a raison sur tout et être certain d'être le chic type est une énorme erreur. Toute l'attitude que nous avons adoptée vis-à-vis du tiers-monde dans les années 50, sous John Foster Dulles et Eisenhower, ont créé un horrible précédent pour les États-Unis. Ainsi, les États-Unis, à plusieurs reprises, au Vietnam, dans le tiers-monde, en soutien au colonialisme, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, ont franchi de nombreuses barrières ethniques, brisé le cœur de nombreuses personnes et tué de nombreuses autres. Nous l'avons fait avec bienveillance par le biais de mandataires, que ce soit le Shah d'Iran ou l'Arabie saoudite. Nous avons toujours travaillé, nous sommes très bons dans les coulisses. Je pense que nous sommes des experts en relations publiques. Nous sommes experts dans le contrôle des régimes. Nous nous sommes débarrassés du régime iranien lorsqu'il est devenu trop indépendant. Nous nous sommes débarrassés du régime indonésien lorsqu'il est devenu trop indépendant. Ce sont des pays très importants. Nous avons manipulé en coulisses avec des relations publiques, des agences de publicité, de l'argent, des banques. Qu'il s'agisse des cicatrices de la guerre laissées au Moyen-Orient par l'action militaire des États-Unis ou des difficultés économiques et personnelles que subit le peuple cubain à la suite des sanctions commerciales américaines, l'héritage de l'interventionnisme américain continuera de peser sur les épaules des communautés mondiales pour de nombreuses années à venir.